Alors, je ne sais pas si vous êtes tombé sur cet article début 2023, ce top 50 des ingés mastering en 2022. Un top qui se basait sur des données de vente, etc., de Grammy. Et dans ce top 50 international, il y avait un Français, Alex Goffer. Et si on reprend les données de Muse AI, qui est un site donc, qui prend les crédits des ingés, on peut avoir un top 100, et dans ce top 100, on n'a que 3 Français, Chab, Eric Chevet, et encore une fois, en haut de la liste des Français, on a Alex Goffer, qui se classe dans les 40-50. Voilà, je pense que c'est un bon moyen d'introduire Alex Goffer, pour dire tout simplement que c'est l'un des ingés mastering en France les plus connus, ou en tout cas les plus réputés. Pour ceux qui ne le savent pas, Alex Goffer, c'est aussi un producteur de musique électronique et DJ émérite, un grand nom de la French Touch. Il avait d'ailleurs mis en pause sa carrière d'ingé mastering qu'il a commencé à Translab. Il l'a mis en pause pour se consacrer donc à la musique, et ensuite il est revenu à Translab. Il nous parlera d'ailleurs de ça dans la vidéo. Ce studio tour est donc hyper intéressant pour ces deux raisons. Alex Goffer, qui est un grand nom, Translab, qui est un des studios mythiques, et aussi parce que, vous allez voir, il travaille avec un assistant, et comment il travaille avec son assistant, Romain, c'est hyper intéressant, parce qu'il a un setup, on va dire, très proche de celui d'Alex. D'ailleurs, dans ce setup, vous allez retrouver un EQ, qui est un peu l'EQ mythique de Translab, c'est le Neumann W495. Alex en parle longuement dans la vidéo, parce que c'est un EQ de gravure vinyle un peu mythique, et Translab, qui est le studio mythique de mastering en France, et où il y a eu donc plein de gravures, et ce Neumann, il était très utilisé, et il y en avait plein. Il nous dira d'ailleurs, Alex Goffer, pourquoi il y avait vraiment plein d'EQ W495 dans une même chaîne de mastering, et puis à Translab en général. Je vous parle de cet EQ parce que le sponsor de notre vidéo, c'est Pulsar. Je suis hyper content qu'ils soient le sponsor de cette vidéo. J'adore leur émulation de Massive Passive. J'adore leur émulation de Varimu aussi. Donc c'est vraiment une marque dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos et que j'utilise au quotidien. Et ils ont cette émulation du W495 qui est juste trop bien. C'est l'une des rares émulations de cet EQ, et en tout cas c'est ma préférée. Elle est trop bien. Elle est pas chère, et surtout elle va être encore moins chère avec la promo que je vous propose, puisqu'avec le code que je vous mets en description, vous allez avoir 60% de réduction sur cet EQ. Donc si vous voulez le choper au meilleur prix actuel, ça se passe avec ce code qui est exclusif à la vidéo et qui dure que 2 semaines après la publication de cette vidéo. Il va donc falloir se dépêcher. Voilà, c'est tout pour cette intro. Avant de vous laisser avec Alex, je vous invite à vous rendre sur mon site boringvicmastering.com pour faire appel à mes services en mastering, sur ma boutique coolkidsaudio.com pour vos besoins en studio et en hi-fi, et je vous invite vivement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis déjà venu, je suis jamais venu faire un studio tour, donc c'est une première. Du coup, c'est l'occasion, je pense, de présenter un peu ce lieu qu'on peut dire mythique en France. C'est un lieu mythique pour le mastering et la gravure vinyle, en effet. C'est un lieu qui a commencé à exister par le studio d'enregistrement Gang, qui a été construit en premier en 1973. Et en 1975, Translab est venu compléter le studio Gang, avec tout d'abord le studio A dans lequel je travaille toujours, et très vite le studio B. Et ensuite, au fil des années, le studio C, le studio D, le studio Dolby Atmos. Donc ici, c'est un complexe de studio en fait. C'est un complexe de studio, exactement. Et c'est un peu le seul en France, on peut dire, de complexe de studio mastering. Je pense que, en tout cas, de studio de mastering où il y a autant de cabines, c'est le seul. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai la chance de pouvoir occuper 2 cabines. Je loue 2 cabines à l'année. Et on est plusieurs ingés à partager les locaux. Ce qui fait qu'il y a cette ambiance sympathique de ne pas aller tout seul au studio le matin et d'avoir des collègues de travail, ce qui est plutôt sympa. Ouais, c'est un super cadre ici pour travailler, je crois. Et en plus, le cadre, on a une chance incroyable. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Pas seulement du fait des équipements qu'on a fait progresser au fil des années, mais aussi pour juste le cadre qui est une ancienne ferme qui est restée pratiquement dans son jus. Très privilégié à Paris d'avoir une cour, d'avoir des studios avec la lumière du jour pour beaucoup. Donc c'est un endroit d'un top très précieux. Ok, tu nous montres ta cabine ? On y va. Donc voilà, le studio A qui est, comme tu viens de le dire, ma cabine officiellement depuis 10 ans à peu près. Quand j'ai commencé à Translab, je
je me partageais entre ce studio et le studio B qui est en face, qui est aujourd'hui occupé par Benjamin Savignani. Et c'était à l'époque compliqué, c'était la direction qui nous demandait de pouvoir passer d'une cabine à l'autre, ce qui est en mastering un enfer en vrai à gérer, parce que tu changes d'écoute, tu changes d'habitude, elles n'étaient pas équipées forcément avec les mêmes machines, donc c'était quelque chose que je détestais particulièrement à l'époque, mais j'étais salarié, j'avais pas mon mot à dire, en tout cas j'avais pas la force de persuasion pour faire changer les choses. Et puis, quand je suis revenu il y a 10 ans, la situation avait changé, il n'y avait plus de salariés à Translab, il n'y avait que des ingés freelance. Et du coup, j'ai eu la chance que cette cabine soit dispo. En fait, cette cabine, qui est la première cabine donc, qui a été faite pour Translab, à l'origine une cabine de gravure, avant de devenir une cabine de mastering. Donc la machine à graver était là, à la place des 2 Studer. Et c'était aussi pour ça que les ingés tournaient. C'est parce que cette cabine étant la seule avec une machine à graver, il fallait la rendre disponible quand il y avait des gravures. Et puis, quand il y a eu du mastering, elle est devenue utilisable en mastering aussi. Mais du coup, il fallait se partager cette cabine, ne serait-ce que pour la gravure. Et quand je suis revenu il y a 10 ans, du coup, c'était le studio de gravure, mais qui n'était pas occupé par un ingé spécifiquement. Et du coup, Claude Puterflamme, qui dirige le studio depuis le début de Translab, m'a dit, si tu veux, c'est cette cabine-là que tu peux prendre. Et moi, j'étais aux anges parce que c'est la cabine avec le studio B dans lequel j'ai appris ce métier et que j'appréciais particulièrement pour le son qu'elle a, pour le volume qu'elle a. Les deux vont ensemble. Je pense que si elle sonne aussi bien, c'est aussi grâce à son volume. Et pour la lumière du jour, qui est un vrai plus pour les métiers qu'on fait, où on travaille longtemps dans des endroits confinés. Et de voir la lumière du jour changer, c'est un vrai plus. On a les vestiges de l'ancienne cabine. Pourquoi elle a été construite, alors la cabine, elle a assez peu changé en fait depuis 1975. C'est Milano, l'acousticien, qui a développé cette acoustique. Et cette cabine, au départ, a été calculée et construite pour faire de la quadriphonie. Donc là, c'était une enceinte à la place. Voilà, il n'y en a jamais eu en vrai. C'était les prémices de la quadriphonie. Donc quand ils ont fait la cabine, ils se sont dit oh là là, c'est un nouveau truc, ça arrive, ça va marcher. Il faut qu'on ait une cabine qui soit compatible. Et donc ils ont construit une cabine où possiblement ils pouvaient se mettre à faire de la quadriphonie. Donc parfaitement symétrique gauche-droite et parfaitement symétrique avant-arrière. Et la quadriphonie n'ayant pas pris, ils ont laissé tomber l'idée, mais ils ont gardé la cabine qui était faite. Et dans les années 90, on l'a rendu l'avant de la cabine un peu plus absorbant. On a pensé que c'était optimisable. Moi, j'ai tout de suite beaucoup aimé l'acoustique de cet endroit, qui est très naturel, qui est très très bien traité avec des basses trappes tout autour, dans le bas de la cabine. Pareil, un plafond traité soit absorbant, soit réfléchissant, mais sans aucune surface parallèle au sol. Mais on a eu quand même envie de rendre cette partie avant de la cabine plus absorbante. Donc ça, c'est une modif qui a été faite dans les années 90. Mais avant, il y avait à l'avant aussi cette fenêtre qui était masquée, mais qui existait acoustiquement. Et de ce côté-là, c'est un miroir, mais qui est un miroir, je peux le montrer, qui est un miroir souple pour éviter le flotteur écho, évidemment, avec la fenêtre d'en face. Super. Voilà pour l'acoustique de cette cabine dont je suis particulièrement fan. Et c'est pour ça qu'elle a si peu changé, c'est qu'on n'a pas eu, avec les années passant, l'envie de modifier parce que ça sonne. Alors, du coup, au niveau monitoring, toi, c'est quoi ton écoute au quotidien? Parce que alors, tu as 3 paires d'enceintes. Oui, il y a 3 paires d'enceintes depuis pas si longtemps. J'ai appris mon métier. Quand je suis arrivé juste après un ingénieur de Translab qui n'exerce plus aujourd'hui, qui s'appelait Jean-Christophe Baudon. Et très vite, il a fallu équiper avec des nouvelles enceintes. Je ne sais plus ce qu'il y avait avant, parce que je ne travaillais pas encore là. Mais le choix s'est porté sur les Genelec 1030. Je crois que Jean-Christophe les avait déjà choisis avant que j'arrive. Je suis arrivé assez peu de temps après lui, une année à peu près. Et du coup, c'est les enceintes sur lesquelles j'ai appris mon métier d'ingé son. Ce métier que j'ai appris ici, en mastering, dans ma carrière, j'ai fait aussi de la musique et j'ai eu une carrière de producteur. Et j'ai aussi travaillé sur les 1030. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu l'habitude de les utiliser à Translab, je me suis dit, je vais les utiliser à mon studio de production. Et donc, c'est des enceintes avec lesquelles j'ai grandi dans ma vie de son depuis le début. Et elles ont plein de défauts. Il y a des enceintes beaucoup mieux aujourd'hui. Mais je les connais par cœur. Et dans ce studio, dans cette cabine,
elles n'ont jamais aussi bien sonné. Je les ai eues dans plein d'autres endroits. Elles ont été dans le studio B. Elles ont été dans mes studios de production toujours, mais jamais elles ont sonné comme ici. Et du coup, je les connais parfaitement, je connais leurs défauts. Je suis très conservateur. Je pense que l'expérience qu'on acquiert au fil du temps, c'est important de la faire fructifier et de ne pas faire de reset de cette expérience. Et du coup, c'est pour moi une référence que j'aurais beaucoup de mal à me passer. Elles sont là pour longtemps. Elles sont là pour longtemps, je pense. Depuis peu sont arrivés les Dutch & Dutch. Quand je dis peu, ça fait à peu près 2-3 ans. Qui sont venus en complément parce que je sentais bien que les Genelec étaient, par rapport aux technologies d'aujourd'hui, un peu dépassées et qu'on pouvait avoir une précision, qu'on pouvait avoir une réponse qui soit encore plus fidèle et plus, avec évidemment un octave de plus que sur les Genelec, que j'avais sur le main monitoring. Mais les mains là-bas, qui sont un système custom à base de JBL, sont un système que j'ai beaucoup utilisé, qui marche bien, mais qui marche bien à fort volume. Et plus ça va quand on travaille longtemps, moi j'arrive plus à travailler à fort volume. Et du coup, c'est aussi ça qui m'a fait me tourner vers les Dutch, pour avoir un système full range qui fonctionne aussi à bas volume. Et les Dutch ont cette qualité-là, encore plus que les Genelec évidemment, pour moi, de rester très linéaire, malgré la psycho-acoustique et les choses qui n'ont rien à voir avec les enceintes, mais avec l'oreille humaine. Mais je peux travailler pas fort, longtemps. Elle reste extrêmement proche de ce que je peux avoir comme sensation quand je mets plus fort. Donc ça, c'était un vrai plus. Et avant, en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, elles sont là aujourd'hui. Au début, elles étaient là. Alors au début, en fait, j'avais bien conscience que je voulais pas bouger mes Genelec et que là, si je les mettais devant, les Dutch auraient une place qui serait pas du tout ce qu'il faudrait idéalement. Donc j'avais laissé tomber l'idée, je me suis dit c'est fou, ça marchera pas. Donc je les avais mis derrière en me disant bon bah j'ai un siège qui tourne, je switch l'enceinte, je me tourne et j'écoute. Je l'ai fait pendant 6 mois. J'étais pas très content. Je pense parce que j'avais une réflexion sur le sol qui était assez perturbante du fait qu'on ait un sol réfléchissant. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est bête, je vais réessayer de les mettre là. Et cette fois, je vais faire une vraie calibration par rapport à l'endroit où elles sont. Et une fois que je les ai eu calibrées à cet endroit-là, je me suis dit, mais c'est génial. Je retrouve ce que je connais dans les Genelec, pratiquement. J'ai fait quelques petites corrections dans l'aigu pour retrouver cette petite pointe un peu colorée qu'il y a dans l'extrême aigu des Genelec, que je connais par cœur, que j'ai eu besoin de reproduire dans les Dutch pour me sentir en terrain connu. Et en fait, aujourd'hui, je suis très heureux. Alors, elles ne sont pas du tout à la position idéale. Il faut que je me recule un petit peu pour avoir une image stéréo qui soit plus cohérente, sinon elles sont trop ouvertes. Mais je préfère ça et ne pas bouger mes Genelec. Et finalement, c'est pas mal parce que j'ai 2 points d'écoute. Je me recule quand j'écoute sur les Dutch. Tu changes de perspective, tu oublies un peu plus les machines. Donc je dis pas que les Genelec bougeront jamais pour faire un peu plus de place aux Dutch, mais pour l'instant, ça fait 2 ans que c'est comme ça et je m'en satisfais. Je suis content. Très bien, donc ça c'est pour le monitoring. Est-ce qu'on parle de ton incroyable chaîne hardware? Alors on peut parler de ma chaîne, elle n'est pas si incroyable que ça, finalement elle est assez réduite. J'aime beaucoup les machines, hein. Je suis un fan de machines, mais... Donc ça c'est une chaîne réduite, tu es en train de nous dire. Oui, pour moi c'est une chaîne réduite. Parce que tu as eu plus de machines à une époque. Est-ce que tu as travaillé déjà avec beaucoup plus de hardware? Non, parce qu'à l'époque de Translab, on avait assez peu de hardware. Enfin, à l'époque de Translab, à l'époque où j'ai commencé à Translab, il y avait une console Nive digitale, qui était une console de mastering digitale faite par Nive, qui était géniale, qui avait un EQ digital qui était magnifique, mais qui travaillait, déjà qui prenait toute la place, donc plus beaucoup de place pour mettre de l'équipement, avec en plus les processeurs 1630, 1610, les U-matic de l'époque. Il y avait finalement pas tant de place que ça pour avoir des racks avec des machines analogiques. Donc les U-matic, tu parles des enregistreurs lecteurs numériques de l'époque sur bande. Tout à fait, c'était les bandes master qui partaient aux usines pour faire les Glassmaster CD. Ça a été remplacé ensuite par des exabytes, ensuite par des CD pendant un moment, des CDR, et maintenant c'est des fichiers de pays qui partent aux usines. Il n'y a plus de physique. Mais à l'époque, le support master... peu de hardware, du coup. Il y avait beaucoup de hardware digital qui prenait beaucoup de place, le hardware digital de l'époque, et du coup, finalement assez peu de hardware analogique.
Et finalement, c'est aujourd'hui que j'en ai le plus. Aussi parce que c'est moi, à un moment, qui ai décidé de m'équiper. Et donc, j'ai pu choisir mon matériel et me dire que je pouvais avoir envie de plus de machines que ce qu'il y en avait au départ. Mais au départ, le setup Translab, il faut bien se dire que c'était une console Neumann analogique avec juste ses EQ. Des compresseurs, le limiteur peut-être EMT, et c'était tout. Et on faisait des masterings, on faisait des super disques. Et on faisait des super disques. Donc ça a été une école pour moi importante, c'est-à-dire de voir qu'avec très peu de matos, si le travail est bien fait, tu peux normalement t'en sortir. Après sont arrivés les plugins, etc., où tu te rends compte que finalement, il y a des outils qui peuvent super rendre service aussi, et que c'est bien d'avoir des outils qui peut le plus, peut le moins. Donc j'ai quand même cédé à la tentation d'avoir un peu plus de matériel. Donc tu as les EQ Neumann, eux ils restent. Eux ils sont restés. Alors pourquoi il y en a 4 ? Ils sont différents. En fait, gauche-droite, 2 fois gauche-droite, mais ils sont différents. Il y a les OEV et les PEA. En vrai, la différence est subtile. Donc c'est des EQ de gravure à la base ? À la base, c'est des EQ de gravure. Des consoles Neumann. C'était les consoles Neumann qui étaient vendues avec les machines à graver Neumann. Alors à l'époque, il y en avait 2, parce que c'est un petit peu compliqué, mais quand on faisait de la gravure, on envoyait 2 signaux à la machine à graver, le signal main et le signal preview. C'est-à-dire qu'il y avait un système un peu compliqué à la gravure pour envoyer une modulation avant la modulation qui serait gravée sur le disque, voire en plus que double. En fait, il en fallait 4 paires, parce que quand tu faisais ta gravure, tu faisais tes corrections en direct. Donc en fait, il y avait pour les EQ 4 systèmes stéréo en permanence. Donc du coup, à Translab, il y en a plein des Neumann à cause de ça. Ok. Donc autant se servir quoi. Et ils sont super, franchement c'est des EQ très colorés. Aujourd'hui ce serait sans doute trop coloré pour le commun des mortels de ce qu'on attend. C'est marrant parce que... Mais tu les utilises ? Je les utilise alors de moins en moins parce que maintenant la couleur je la fais souvent, mais je les ai utilisés énormément. Le grave est incroyable. Parfois des titres où t'as beau corriger, ça marche pas, ça n'accroche pas. Là tout de suite ça accroche et ça corrige quoi. C'est un peu comme un EQ à lampe un peu brutal, mais c'est pas à lampe. C'est vraiment top. Ok, trop bien. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Une machine aussi un petit peu orientée vinyle. Alors en dessous, tu parles du limiteur. Alors en effet, oui et non. Mais tu as raison. En fait, le DSR, le réduction de haute fréquence, très très utile pour de la gravure vinyle. Même si au départ cette machine-là, sur les machines à graver Neumann, il y avait déjà un système de réduction d'aigus. Donc on revient aux bases. C'est un limiteur. Alors à la fois pleine fréquence et aussi on peut faire juste haute fréquence. Exactement. C'est un limiteur pour le, comme tu dis, pleine fréquence. Et tu as un réglage HF avec très peu de réglages, mais qui est tellement bien fait. En fait, ce qui est fou, c'est que tu as juste un seuil pour cette réduction. Éventuellement, tu le fais travailler en MS si tu veux. Tu as juste un seuil, mais qui pour moi est tellement bien fait, c'est-à-dire qu'il ressemble à ce que l'oreille entend. C'est-à-dire qu'il va déclencher, si ça devient gênant à l'oreille, c'est là qu'il va déclencher. Je ne sais pas comment il a fait l'IFMAS pour développer un peu de magie dedans, quoi. Il y a un truc très très magique parce que ça ressemble vraiment à ce que ressent l'oreille humaine quand il y a trop d'aigus ou qu'il y a une sifflante ou qu'il y a quelque chose. Et c'est à ce moment-là que ça va déclencher. Sur un plugin, tu vas avoir plein de réglages, de fréquences, machin. Là, tu as très peu de réglages. Ça se complète en fait. Je l'utilise beaucoup, surtout pour les sifflantes de voix. Ça marche très bien, ça détecte alors que c'est un signal quand j'ai un instru, je veux dire quand j'ai un titre, il n'y a pas que de la voix, je ne suis pas en multipiste, donc c'est... Même sur un titre un peu dense, il va s'en sortir. Si tu as des sifflantes qui sont gênantes, comme elles te gênent à l'oreille, lui il va te les détecter. C'est très très fort, là, cette machine est incroyable. Le limiting, finalement, je m'en sers assez peu. Donc c'est quoi, c'est un peu bricot le limiting, c'est un peu violent C'est pas mal en fait pour protéger un petit peu. C'est pas un bricot comme en digital. Ok. C'est-à-dire avant de vraiment plus avoir rien qui dépasse, c'est trop. À l'oreille, c'est déjà trop. Mais par contre, c'est bien, ça protège un petit peu le convertisseur qui est après. Et ça va éviter de faire trop travailler. Parce qu'il est où dans ta chaîne là, il est en dernier, avant le convertisseur. Okay. Donc le limiteur est vraiment en toute fin de chaîne. Et c'est pas ça dont je me sers pour mettre du volume. Le gain est toujours à 0.
C'est-à-dire que je me sers jamais de ça pour mettre du gain. Le gain, je l'ai fait pour la machine dont on va parler après, la console de mastering, la Mazalec. Et lui n'est là que pour contrôler si jamais il y a un peu trop de gain. Okay. En vrai, je m'en sers surtout pour le DSR. Le DSR. Ok. Alors, le multiband, j'ai vu qu'il y a des petits logos qui sont un peu abîmés. Est-ce que ce sont tes traces de doigts? Tu l'utilises beaucoup? Ouais, alors c'est un petit peu un défaut des machines Mazalec. La console, c'est pareil, elle commence à s'effacer. Je fais pourtant attention, comme je le sais, j'essaie de prendre le bouton des bouts des doigts. Mais on sait que tu l'utilises alors. Mais voilà, je l'utilise. Non, c'est une machine incroyable. J'avais le MLA3 avant, qui est le même, mais juste en compresseur. Le MLA4 est un compresseur expander 3 bandes. Alors, tu utilises les fonctions d'expansion? Ah oui. Même peut-être plus souvent que les fonctions pour les mix très très compressés où c'est too much, tu as besoin de retrouver un peu de rebond dans le bas, de retrouver des transitoires dans le haut. C'est génial. Tu peux linker les bandes mid et high par le grave, ou que mid ou mid et high. Tu peux tout linker, du coup t'en servir comme un compresseur stéréo classique en oubliant les 3 bandes, sauf que tu peux à ce moment-là faire réagir l'ensemble de la compression comme un sidechain par une des 3 bandes, ou les 3, ou 2, ou une conjonction de tout ça. Extrêmement transparent. Faut pas utiliser ça pour une compression qu'on voudrait entendre. C'est pour moi un outil de correction plus que de couleur. C'est génial, j'adore. Je suis très très peu fan de compression multibande digitale que j'utilise pratiquement jamais. J'ai jamais réussi à trouver un truc qui me plaise. Par contre, alors ça, c'est ce que j'entends souvent. Hein, les possesseurs de MLA3, MLA4, souvent ils me disent que ça y est, ils ont enfin trouvé un compresseur multibande qui leur convient après avoir cherché, quoi. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait il y a moins de réglages, machin. Il y a sûrement un truc d'ergonomie, le fait d'avoir de pas faire à la souris un truc qui est de toute façon moi, auquel je crois beaucoup, et peut-être un truc. Une autre machine Mazalec, quoi. C'est une machine. Je pourrais m'en passer sur 9 masters sur 10 parce que je l'utilise qu'une fois sur 10 à peu près en moyenne. Donc quand il n'y en a pas besoin, je ne l'utilise pas. Mais par contre, quand tu as un petit souci, un truc, c'est génial. Okay. C'est vraiment un outil. C'est pas un outil pour faire du son, je dirais. C'est un outil pour contrôler ou rattraper des petits soucis de mix. Ok. Et en dessous, la console, encore du Mazalec, la fameuse console. Ça te fait ton monitoring. Tout à fait. Alors c'est la console. Tes inserts. Tout à fait. C'est une machine géniale parce que dans 3 unités, elle réunit ce qu'il fallait. Il fallait tout ça avant pour le faire. Ton gain d'entrée. Passe haut, passe bas, enfin coupe bas, coupe haut, sélection de sources éventuelles, les points d'insert avec des flips pour inverser Q compresseur si on veut sur 2 points, une possibilité d'avoir un réglage MS sur un point d'insert qui est lui-même splittable, un filtre elliptique. Le filtre elliptique, c'est ce qui va resserrer la stéréo dans le bas, qui était très utilisé en gravure. Et ça, tu l'utilises? Je l'utilise tout le temps. Il n'y a pas un titre sur lequel. C'est automatique, il y a le filtre elliptique, tu le mets? Enfin, je veux dire, toi, tu pratiquement tout le temps. Okay. C'est-à-dire que je défie quiconque de se dire « Oh, il a mis un filtre elliptique » parce que c'est des réglages qui sont super subtils. Oui. Parce que là, c'est réglé en fréquence depuis off jusqu'à 300 Hz. Et c'est marrant, c'est à peu près les mêmes réglages qu'on retrouvait sur les machines à graver Neumann. En gravure, graver du hors phase en grave, en basse, c'est impossible parce que ton sillon va devenir trop étroit. Du coup, en gravure, on n'avait pas le droit de faire de la stéréo dans le grave. Et du coup, le son a été fait à cause de cette limitation technique du disque vinyle, mais tout le monde s'est habitué à avoir un grave mono. Et en vrai, c'est logique, parce que même sur 2 enceintes, un grave, finalement, il est souvent assez mono dans la façon dont l'oreille humaine le perçoit. Mais le fait de pouvoir resserrer le grave, moi j'adore, parce que ça me donne une assise, une précision du bas qui est souvent top, et que j'utilise en conjonction, le circuit est le même, tu l'actives ou tu le désactives ici, avec un circuit de spreading stéréo sur lequel l'IFMAS reste très mystérieux. Il dit que c'est pas que du traitement MS et qui est en effet génial. Alors un client m'avait dit c'est sûr que t'en mets tout le temps. En vrai non, j'en mets pas tout le temps parce que c'est pas toujours mieux quand c'est plus large. Y a pas de, on peut pas dire que ce serait toujours mieux quand c'est plus aigu ou plus grave. Donc c'est pareil pour la stéréo, c'est pas toujours mieux quand c'est plus large. Mais la conjonction des deux, c'est génial parce que tu peux élargir sans rendre ton bas justement flottant. Okay. Et ça marche très très bien. Le gain de sortie,
Une possibilité d'avoir un compresseur avec un dosage de la compression, les sélections des sources de monitoring, les volumes avec les sélecteurs d'enceinte. Malheureusement, il n'y avait que 2 sélecteurs d'enceinte ici, donc je vais faire rajouter comme j'avais 3 écoutes, voilà, mettre 3 écoutes ici. Et puis des systèmes de comparaison entre ta source et ton master avec compensation de volume, hyper pratique. Parce que moi, je rêvais quand je faisais du mastering il y a 20 ans, où tu étais toujours à te dire putain, mais évidemment que c'est mieux, je suis plus fort. Et bien là, tu peux écouter la source au même niveau que le master, avec ici ce potentiomètre qui te sert à faire la compensation, ce qui est une idée toute simple mais géniale. Liftmass est pour moi un génie. En tout cas, pour le mastering, il a fait des outils qui n'existaient pas, aussi bien cette console que ça. Pour moi, il a inventé carrément un outil qui est fait pour nous, que je ne connaissais pas dans une autre marque avant, qui prennent aussi peu de place. Ok, maintenant est-ce qu'on peut passer à ce qu'il y a devant toi au milieu? Je suppose que c'est important si c'est à cet endroit-là. Donc on a le Massive Passive, ouais. Le NIF EXA et le Dangerous Back EQ. Tout à fait. Alors le Massive Passive, on peut dire c'est coloré. Ouais. Le NIF EXA, c'est quoi? C'est clean? C'est très clean, c'est très clean, c'est du transistor, enfin c'est du solid state. C'est un peu comme du GML. Moi, j'avais utilisé pas mal le GML à l'époque, très précis, avec très peu d'artefacts de correction, un nombre de fréquences largement suffisant. C'est une machine qui coûte très cher, mais qui est le yin et le yang par rapport au Manley. Ça, c'est le gros pinceau. Ça, c'est t'es pas le premier à dire ça. Voilà, tu donnes la couleur, tu fais tes aplats, tu fais tes trucs. Et ça, c'est la chirurgie. Certains esprits critiques pourraient dire c'est un plugin de luxe. Dans le sens où tu peux faire des choses très précises comme avec un plugin, en plus de manière très transparente comme certains plugins. Avec ce que moi j'adore, c'est l'interaction avec la machine manuelle qui fait que je travaille certainement pas de la même façon. Peut-être que ce serait une remote pour un plugin, je serais très content avec ça. N'empêche que ça sonne quand même très bien. Et je l'aime beaucoup aussi parce que très facilement je peux travailler, et d'ailleurs je travaille tout le temps en MS avec. Alors quand je dis tout le temps, parfois je fais une correction pareille sur le mid et le side, donc c'est comme si je faisais de la stéréo. Mais d'emblée c'est du MS qui passe dedans. Exactement. Il y a un encodeur, un décodeur dans la machine, et je m'en sers beaucoup pour travailler le graphe sur le centre uniquement, et le médium ça dépend des fois, mais l'aigu ça dépend des fois. Mais le fait qu'il soit d'office en mid-side m'a ouvert tout d'un coup, sans besoin que j'ai besoin de me gratter la tête, d'aller faire un truc sur l'ordi ou quoi que ce soit. Tout de suite, là, j'ai le mid et le side instantanément, sur une machine extrêmement précise en plus. Donc c'est vraiment une machine que j'aime beaucoup, avec aussi des filtres low cut, high cut. Finalement, que j'utilise assez peu, j'en ai beaucoup, parce que j'ai ceux de la Maselec, j'ai ceux du Bax, et j'ai ceux-là. Plus ceux-là dont je me sers carrément jamais. Ils sont super, mais presque trop précis. Moi, j'aime bien les outils rapides. J'aime beaucoup ceux du Bax, qui pour ça sont presque parfois un peu trop radicales. Ceux de la Maselec sont plus transparents, et en fait, j'utilise pour les low cut, high cut beaucoup la Maselec et le Bax, et j'utilise très peu le NIF. Mais par contre, le NIF sert tout le temps, comme un EQ très transparent sur mid-side, voilà. Et le Bax est en fin de chaîne, contrairement à plein de gens qui l'utilisent en début de chaîne. Moi, j'ai toujours préféré en fin de chaîne, juste avant le limiteur. C'est un petit peu, je vois le Bax un petit peu, j'aime bien cette idée-là. Comme les réglages qu'il peut y avoir sur un ampli de chaîne IFI, tu as le grave et tu as l'aigu. Finalement, même mon action sur les fréquences du Bax, de toute façon, il y en a assez peu, contrairement au NIF où il y en a beaucoup. Mais c'est pour moi un EQ très simple, grave, aigu, il n'y a même pas de médium. Donc c'est un peu à la fin, tu termines ton équilibrage. Et je trouve qu'il a un bas très particulier. J'arrive pas à trouver le grave du Bax sur une autre machine, qui est en même temps bifi, épais et en même temps précis. C'est-à-dire que tu as juste l'impression d'avoir la même chose, mais en plus ou en moins, avec un petit truc que j'arrive pas à définir, qui n'existe pas dans le NIF et qui est too much dans le Manley. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le graphe du Bax. Il y a un peu une couleur Bax EQ alors. Pour moi, oui, il y en a une. Dans les aigus, il y a plein de gens qui n'aiment pas, surtout dans le médium aigu. Moi, je sais que je l'utilise pratiquement, je devrais pas dire tout ça, je dévoile tous mes secrets, pratiquement uniquement à 18K, où je trouve que ça marche très bien quand tu veux rajouter de l'air là-haut. Ça marche un peu moins bien sur les fréquences en dessous, où je trouve que ça devient un peu zingué.
Donc la couleur qu'il a dans le médium aigu, je l'aime pas beaucoup. Mais par contre, ce qui se passe dans le bas, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il n'y a pas d'autres machines qui font ce que ça fait donc quand j'en ai besoin. On continue sur une machine qui pourrait être un plugin. Le Vase, tu veux parler du Vase? On va parler du Vase. Le Vase, alors depuis que j'ai les plugins, je dois dire que je fais des infidélités au Vase. C'est une machine que j'ai beaucoup utilisée. Donc là, on est sur l'EQ dynamique. Hein. Une EQ dynamique, tout à fait. C'est donc une EQ qui a été modifiée. En fait, comme c'est du software, hein, c'est un plugin déguisé, c'est du digital 100%. Mais avec cette praticité d'avoir des boutons et une détection des bandes tactiles. Donc une ergonomie qui avait été vraiment très très bien pensée, je pense qu'il a beaucoup fait au succès. Et au fait que c'est musical parce qu'il a choisi ses fréquences. Maintenant c'est classique sur les plugins, mais sur les notes, sur les fréquences des notes. Et je sais que ça m'a... Un jour, on m'a dit ça, et je me suis dit, ah, mais c'est pour ça que de temps en temps, quand j'ai une note de basse qui résonne un truc, je vais le chercher, et tout de suite, je trouve que c'est la bonne correction. Il y avait quelque chose d'assez magique sur le fait qu'il ait choisi ça. Et depuis que j'ai les Fab Filters, qui sont mes EQ digitaux plugins favoris, j'avoue que il est resté là pour des questions de recall ou de choses comme ça. Mais d'office, quand j'ai besoin d'une correction digitale, je vais chercher sur un plugin. J'avoue, c'est moi qui t'ai demandé de l'allumer. Et alors, avant qu'on passe en dessous, on a un joli convertisseur au-dessus. Ouais, alors j'étais un des premiers, je pense, à choisir merging en mastering en France. Je le dis parce que je suis un peu fier, parce que dans ces cas-là, on s'appuie un peu sur les avis à droite à gauche. Et moi, il y avait assez peu d'avis quand j'ai choisi. En fait, j'ai fait une pause dans le mastering pendant plusieurs années. Donc, entre le moment où je suis parti au début des années 2000 et le moment où je suis revenu en 2013, au niveau de la conversion, le monde avait changé. Tout d'un coup, les couleurs des convertisseurs étaient devenues soit beaucoup plus évidentes, soit les convertisseurs beaucoup plus transparents, ce que je connaissais pas à l'époque, où les convertisseurs, à chaque fois, tu faisais putain, quand même, ça fait chier. Et là, l'API, j'ai branché l'API, j'avais besoin de pouvoir convertir plusieurs signaux à la fois. Au moment où je faisais de la gravure vinyle ici, toujours pour la raison des 2 signaux qu'on doit envoyer à la gravure. Donc il me fallait deux convertisseurs digital analogique pour la gravure, plus pour le monitoring. Donc il m'en fallait pas mal. Et donc la machine était super parce que tu peux avoir, c'est pas juste de la stéréo, tu peux avoir 4 convertisseurs stéréo en même temps. Et je trouve que c'est une machine qui fait pas de son. Et moi, c'est ce que j'attends d'un convertisseur. Je choisis pas un convertisseur pour le son qu'il a. Oui, parce que là, toi, t'as pas plusieurs convertisseurs. J'en ai qu'un. J'aime pas cette... Je suis pas un mec... T'es pas de cette école-là. Non, passer des heures à comparer les convertisseurs. Pourtant, tes collègues, ton collègue Benjamin, lui, c'est... Je respecte. C'est peut-être Moi, quand j'ai été ici, on avait les 1630 Sony et basta, parce qu'il n'y avait rien d'autre de toute façon. Et ça faisait pas rêver les convertisseurs à l'époque. Ça faisait pas rêver, c'était plutôt une galère parce qu'on entendait la différence avant-après, mais on se disait c'est comme ça. Et le jour où j'ai découvert l'API, je me suis dit mais je me pose plus aucune question. Là j'ai un truc, j'écoute le avant-après, j'entends pas de différence entre ma sortie analogique et après la conversion. C'est pareil. C'est en tout cas la différence que j'entends, elle est moins importante qu'un demi dB à n'importe quelle fréquence que je vais faire sur une de mes corrections. Et surtout en vrai, un convertisseur, tu vas choisir sur un titre, mais à partir du moment où tu commences à faire ça, il faudrait le faire sur chaque titre. Et au bout d'un moment, tu deviens fou, parce que si tu dois changer de convertisseur sur un album à chaque titre, déjà tu vas te dire, est-ce que c'est bien pour la cohérence? Non, c'est pas bien pour la cohérence. Donc moi je me suis dit un jour, je me suis dit mais non, API, le merging, il est transparent. Ça a été confirmé, après j'ai vu plein de gens classiques qui l'utilisaient, c'est pas pour rien. Et du coup c'est une machine que j'adore parce que je l'oublie. Elle n'existe pas dans mon setup. Tu ne te poses plus de questions, je me pose des pas de convertisseurs. questions. Mais est-ce que tu t'es pas posé la question du laverie avec sa fonction de clipping qui est un peu unique? Oui, je me la suis posée. Dans les années 90, les limiteurs n'existaient pas en digital. Donc on faisait, pour avoir du volume, on faisait clipper. C'était la seule façon de mettre du volume, c'était de clipper les convertisseurs. Et on en souffrait beaucoup. On en souffrait beaucoup parce qu'on se rendait bien compte que ça faisait des trucs qui n'étaient pas super jolis. De temps en temps, c'était super. Hein. En urbain, ça faisait des trucs qui ont fait le son d'une époque. Mais n'empêche que c'était des trucs que tu contrôlais pas et que tu aurais bien voulu avoir moins d'artefacts. Et du coup, quand j'ai plus ce problème-là avec ces convertisseurs-là et que j'ai pu faire le clipping que je voulais avec d'autres choses, je peux limiter avec ça, avec des limiteurs analogiques, avec des plugins en digital. Alors comment tu fais ta loudness du coup? Principalement au plugin. Évidemment, j'ai un niveau
que je connais, qui est mon niveau de travail, dans le niveau dans lequel je rentre, la sortie de ma chaîne mastering dans mon dos, qui a un clipping, des convertisseurs, ça dépend de la musique, ça dépend de plein de choses. Parfois, je fais attention à pas du tout clipper. Ah, donc tu clippes un petit peu tes convertisseurs. Bien sûr, un petit peu quand même. Bah, c'est très difficile de ne pas le faire, parce que si tu ne le fais pas, tu fais ensuite trop travailler tes limiteurs digitaux, et ce qui va aussi faire trop d'artefacts. Donc c'est vraiment la somme de niveau de sortie de la Mazellec, de ce que je peux faire avec des machines à lampe qui peuvent clipper un petit peu, le limiteur analogique, la façon dont je vais clipper le merging, et ensuite la façon du réglage, le réglage du limiteur software qui vont faire le loudness. Ok. On passe aux autres EQ ? Ouais. EQ à tube. Alors avec EQ à tube, ça c'est finalement très très proche du Bax dans l'esprit, c'est-à-dire que c'est un réglage grave aigu avec des fréquences très limitées, sauf qu'il est à lampe et qu'il est gauche-droite. Encore plus la philosophie dont je parlais tout à l'heure, E-Fist, où tu as un réglage grave, un réglage aigu, avec en plus un filtre tilt. Tu utilises le tilt ? Très peu. Très peu, j'ai jamais été vraiment convaincu. Je préfère utiliser le shelf, quitte à avoir des fréquences très très basses, ça descend jusqu'à 1 kg. Donc c'est tout de suite très très musical de faire ça. Alors c'est souvent des niveaux de gain qui sont assez faibles, hein. Mais je trouve ça finalement plus musical qu'un tilt où, en fait, si tu veux, j'ai pas été convaincu. C'est pas mon truc. On parle des IR ? Les IR. Alors les IR, je les ai eus avant, ils étaient là depuis longtemps. Ils ont été modifiés par Jean-Pierre Jagnot, qui est notre technicien en chef ici à Translam, qui me les a crantés. Mais finalement, je les utilise pas tant que ça parce qu'ils sont quand même très colorés. Donc ça marche pas sur tout. Quand ça marche, c'est génial. C'est les Q-Pultec. Donc c'est un IR, c'est des clones. Enfin, ils font des clones de Pultec. Tout à fait. Et ça, c'est un vrai IR ou c'est un clone de IR ? C'est un clone de IR. Non, pardon, c'est un IR, c'est des vrais IR. On a modifié les façades parce qu'elles étaient complètement usées. Donc Jean-Pierre a refait les façades. Mais c'est des vrais. Les façades, il n'y avait plus aucune. Tellement ils avaient servi, il n'y avait plus de sérigraphie, donc on a fait refaire des. Et alors, tu les utilises pas tant que ça ? Pas tant que ça. C'est un outil occasionnel, un petit peu comme les Neumann. Quand j'ai vraiment besoin d'un truc, d'une couleur. Je me dis là, leur mix, il se passe rien, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien qui dépasse, il faut un truc tout d'un coup, un peu de folie. Bon bah là, je peux les allumer. Ok. Est-ce que tu nous parles des vumètres ? Ah ouais. C'est important les vumètres. Ah les vumètres, après les enceintes, c'est le deuxième truc le plus important. Les enceintes évidemment, mais le vumètre, moi sans vumètre, je ne peux pas travailler. C'est impossible, tu me demandes de faire un mastering, tu m'enlèves les vumètres. Alors il te mesure quoi ton vumètre ? Vraiment ce que tu écoutes ? Oui. Et il te sert à quoi ? En fait, alors je vais essayer d'expliquer pourquoi ça m'est si important. Mine de rien, je vois le vumètre, je sais dans quelle plage de niveau. Tu vois un crête-mètre, tu comprends rien. Tu vois les nouveaux trucs de LUFS, tu comprends rien. Un peu plus le LUFS, mais le vumètre, pour moi en tout cas qui suis de l'école où il n'y avait que ça et des crête-mètres, c'est l'outil de base pour comprendre le son, en plus de ce que l'oreille me donne comme info. Je sais exactement en urbain comment un kick et une snare doivent moduler sur mon kick pour avoir le son à peu près normal d'un titre urbain classique. Alors évidemment, chaque titre est différent. Ton oreille, tu le sais comme moi, s'habitue beaucoup aux défauts. En quelques minutes, ton cerveau peut avoir gommé un défaut. Ça, ton œil, il le voit toujours. Si tu vas dans le rouge, si tu sous-modules, si ton aiguille bouge bizarrement dans le sub, ça, ton cerveau, il le compense pas. Ton œil, il le voit toujours. Et du coup, ça renseigne en permanence sur le son. Ça me conforte dans mes envies de correction que l'oreille me donne. Alors, il y a différents types de calibration possibles. Suivant la musique sur laquelle je travaille, les niveaux attendus par les clients sont pas les mêmes. Le niveau en mastering, c'est pour moi pas une science exacte. C'est-à-dire que chaque client a des attentes. Donc il faut respecter complètement les attentes du client. Parfois lui dire attention, là, c'est peut-être trop fort. Attention, c'est peut-être pas assez fort. Il faut lui proposer, de force de proposition. Mais je crois que chaque titre, chaque type de musique et chaque client a des attentes bien particulières là-dessus, à juste titre. Et du coup, les possibilités de calibration différentes sont importantes, me permettent toujours d'avoir une lecture à peu près au même endroit, même si je change ma calibration. Si je sais que je suis à -8, je sais que je dois taper à peu près à
à tel niveau pour avoir telle sensation. Donc pour moi, il y en a 4. Alors aujourd'hui, ils ne servent plus. À l'époque, c'était toujours pour la gravure, toujours la même chose. Le signal gravé et le signal preview qui pouvaient être, pour des raisons que je ne vais pas expliquer, différents. Et du coup, il fallait pouvoir monitorer visuellement les deux signaux. Ok. Et alors l'oscillo me permet de voir la largeur stéréo. Non, je peux pas le faire ici parce que c'est avant. Donc là, on est sur un titre rock, c'est ça? Là, on est sur un titre de rock. Et c'est super pour pareil me rassurer sur ma scène stéréo, savoir si je suis pas allé too much si j'ai écarté ou si je suis pas trop mono. Le crête-mètre, je m'en sers pas, je préfère me servir de ceux du Sadi. Ok. Est-ce que cette fois on passe au sidecar? Alors le sidecar, il y a assez peu de choses finalement. On va parler du DN60 qui est presque aussi important que le vue-mètre. J'ai décidé de l'avoir sur le côté et pas devant parce qu'il peut être un petit peu hypnotisant et on peut avoir trop tendance à rassifier alors que ça ressemble beaucoup à la lecture d'un vue-mètre en temps de réaction, ce que je trouve génial par rapport à des plugins qui existent où je trouve finalement assez peu lisible. Là, il y a une temporisation de la redescente, de la montée de la redescente qui fait qu'on a une lecture qui ressemble vraiment à un vue-mètre mais par bande de fréquence. Et pareil, j'ai mes habitudes, j'ai des alertes. Je me dis, si tout d'un coup, moi, j'ai oublié, parce que mon cerveau m'avait fait oublier que j'étais en train de faire n'importe quoi sur le son, lui me le rappelle, me dire, ah, attention, là, cette bande de fréquence, elle sort beaucoup, elle est très rentrée. Est-ce que vraiment tu as pensé, est-ce que ton cerveau n'est pas en train de te tromper là-dessus? Donc c'est un outil que j'ai commencé à travailler avec, je l'ai eu tout de suite dans une cabine. Pareil, je pourrais plus m'en passer. Après les vues-mètres, d'abord les vues, mais après les enceintes, les vues et ça. Ok. Et en dessous, les compresseurs Amtech, qui sont un peu, c'est l'école Fairchild, c'est les 0,99, c'est 660 à l'envers. J'adore parce que par rapport à plein de copies Fairchild, c'est plus versatile. Beaucoup de réglages qui n'existaient pas sur les Fairchild, de temps de release, attaque release avec beaucoup plus de choix. Un sidechain, en musique moderne aujourd'hui, de pouvoir filtrer ce qui se passe en bas dans la détection de la compression, c'est hyper important. Des taux de compression qui sont beaucoup plus légers que ce qui pouvait exister sur les Fairchild à l'origine, jusqu'à des taux de limitation dont on peut avoir besoin. Des possibilités de travailler en feed-forward, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ou en normal. Donc ça réagit pas de la même façon et ça peut être top. Et un changement possible de l'impédance d'entrée qui va permettre d'avoir un petit peu de saturation harmonique, ce qui peut être super intéressant ou pas, quelque chose de beaucoup plus transparent. Possibilité de les linker gauche-droite, stéréo ou pas. J'adore cette machine, elle est... Et est-ce que ça compresse, est-ce que tu l'utilises souvent pour compresser ou juste pour passer dedans? Comment tu l'utilises? Parfois, je l'utilise que en passant dedans, en effet, pour cette distorsion harmonique qui est très jolie. Et en vrai, la compression, je trouve que avec la musique d'aujourd'hui, pour faire notre niveau, aujourd'hui en mastering, on a tous des limiteurs en fin de chaîne, qui sont aussi une façon de compresser, de réduire la dynamique, forcément. Ouais. Et du coup, avec en plus des mixeurs aujourd'hui qui ont tous des plugins de compresseurs qui savent très bien utiliser ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, toucher la dynamique en mastering, finalement, c'est beaucoup moins fréquent que toucher les Q. Je dis souvent, j'exagère un peu, mais on a plus souvent des mix trop que pas assez compressés, en fait, bizarrement. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je disais que j'utilisais le MLA4 souvent en expansion, pour essayer de retrouver un petit peu de mouvement quand c'est trop écrasé. Et de temps en temps, j'ai des mix qui sont faits un peu à l'ancienne, avec des consoles, machin. Et là, tout d'un coup, ça prend sens. Okay. Alors que sur des mix in the box déjà très compressés, ça sert pas. Ça sert pas. Est-ce que tu fais beaucoup de masters sans aucune machine analo? Très peu. Très peu, pour une bonne raison. C'est que je suis tellement fan de ce que fait la Mazelec sur l'image stéréo, que de toute façon, allez, 98%, je passe dans ma chaîne analogique pour avoir la main sur cet étage de travail sur la Zen stéréo. Je n'arrive pas à trouver de choses qui soient aussi bien, aussi directes, aussi rapides en plugin. Ça existe peut-être, mais j'adore cet outil-là. Et du coup, facilement, à partir du moment où je passe dans la Mazelec, j'ai accès à la même machine. Donc ça arrive très très peu. Parfois sur des titres où j'arrive pas à avoir de la part du mixeur un mix qui soit pas limité, si c'est déjà à Burn,
Bon bah là, ça sert à rien de repasser en analogique, tu fais des petites choses en digital. Mais c'est franchement 2% ou 3% de mes masterings. Sinon, tout est fait conjointement. Alors je dis pas que j'utilise pas de digital. C'est pratiquement toujours hybride. Quand je fais un mastering, pratiquement d'office, j'ai un FabFilter Pro Q3 qui est ouvert au moment où je commence à travailler sur un titre. Donc il est en premier ? Il est en premier. Et il peut être aussi en dernier. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir un au début de la chaîne et un à la fin de la chaîne. Mais souvent, quand je travaille sur un titre, il n'est pas en dernier. Il est en premier. Je travaille, je fais mon mastering. J'utilise ou pas le Pro Q3, suivant ce que l'analogique me permet ou pas. C'est plutôt à la fin que le Pro Q3, quand j'ai fini un album, peut resservir à remettre une petite couche pour rematcher certains titres les uns avec les autres. Du fait que je print sans limiteur, à part celui-là dont je parlais tout à l'heure, mais à un niveau beaucoup moins important que ce que je livre, j'ai encore une marge de manœuvre possible en positive avec un EQ digital sur mes masters post-channel analogique. Alors c'est quoi ton limiteur ? J'en ai deux. En vrai, j'en ai deux. Le FabFilter et le Ozone. Et je m'en sors avec ça. Parfois, j'ai des envies, je vais en essayer d'autres. Mais en fait, le limiting, je trouve que c'est une science tellement compliquée. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que le limiting, les Q aussi. C'est des outils très simples et en même temps très compliqués. C'est-à-dire qu'avec très peu de différence de réglage, tu peux atteindre des résultats tellement différents que je préfère avoir peu d'outils. Tout à l'heure, tu disais que là, tu parles de deux limiteurs avec dedans des modes différents. Avec des modes différents. Qui sont en fait plusieurs limiteurs en un. Exactement. Donc je change mes modes de travail quand j'utilise l'un ou l'autre. J'ai mes préférences par rapport au type de musique. Je repars pas d'une feuille blanche à chaque fois. Hein. Je sais ce qui risque de marcher. Comme tu sais qu'un bon marteau, un bon clou pour faire accrocher un tableau, ça va marcher. Mais c'est principalement ces deux outils-là que j'utilise. Ça a été pour moi une révolution. Quand je suis revenu il y a 10 ans et que j'ai découvert ça, je me suis dit mais putain, qu'est-ce qu'on s'est fait chier quand on les avait pas. Tout est devenu beaucoup plus facile. Je crois qu'aujourd'hui, si le mastering c'est autant démocratisé, c'est quand même que c'est des outils qui rendent le travail beaucoup plus facile. Et on a des masters peut-être aussi loud que dans les années 2000, mais avec moins quand même de défauts. Genre exactement. On fait de la loudness mieux, même, plus fort. Et en tout cas avec un meilleur résultat pour le même volume. Ouais, c'est plus beau, quoi. C'est beaucoup plus joli, avec moins d'artefacts, moins saturé, moins écrasé, une sensation de dynamique plus importante alors qu'on a. Et puis on retrouve du bas. Exactement, sans perte de bas, moins. Donc non, c'est des outils, moi ça a été une révélation quand je suis revenu, c'était top. Et j'aime beaucoup les deux, ils se complètent bien, je trouve l'Ozone et le FabFilter sont différents. Je les aime beaucoup. Ok. Est-ce qu'on parle un peu de ton assistant ? Ouais, Romain Dupont, qui m'a rejoint, je ne sais plus, il y a 3 ou 4 ans. Je cherchais un assistant, je m'en sortais plus. Il y avait des semaines où j'avais envie de tout envoyer chier parce que c'était too much. Trop de pression, trop de travail, trop d'urgence. Le métier a beaucoup changé. À l'époque, les clients venaient, quittaient le studio de mastering, le disque était fini, on n'y revenait pas. Comme ils quittaient le studio de mixage, on faisait un recall, on repayait une journée de studio pour faire un recall sur un titre, mais c'était fini. Aujourd'hui, tout jusqu'au dernier moment peut être changé. On peut me renvoyer un mix 2 heures avant que j'envoie le master à l'usine. Chab, il dit on est à l'époque Total Recall. C'est l'époque du Total Recall, exactement. Donc c'est pour ça qu'en mastering, toutes les machines sont crantées. Je déteste les machines pas crantées à cause de ça. Ça me rend complètement parano. Donc il te faut des machines crantées et un assistant maintenant. Exactement. Voilà. Et donc Romain m'a rejoint pour pouvoir m'alléger sur tout ce qui était recall, déclinaison des instrus. Et du coup, on n'avait qu'une cabine. Donc au départ, on se partageait le studio A. Et donc l'idée, ça a été de reproduire le setup que j'avais ici. Dans la cabine de Romain pour qu'on puisse faire des recalls à l'identique pour des déclinaisons instru, pour des edits, très souvent on a des déclinaisons à faire. Donc il a pu prendre en charge tout ça. Et puis maintenant, depuis à peu près 6 mois, on propose ses services en mastering aussi. Il avait un vrai talent, il a toujours un vrai talent de mixage, il fait toujours du mix. C'est moi qui l'ai poussé à continuer quand il est arrivé ici, en lui disant écoute, c'est trop con, c'est pas parce que tu viens à Translam que tu lâches il faut pas que tu lâches le mixage. Donc il continue à faire du mix, donc il utilise la cabine là-haut aussi pour ça, donc beaucoup in the box en utilisant la chaîne stéréo, souvent comme on pourrait le faire en mix avec une chaîne de traitement stéréo.
avec des belles machines du coup de mastering. Et c'est super, du coup on se complète beaucoup. Et donc il a la même chaîne que toi, ça c'est quand même assez unique. Exactement la même chaîne. Et donc ça permet de faire les recalls? Ouais, sauf les fois où les machines à lampe sont beaucoup mises à contribution. Et pour avoir 2 machines à lampe qui sonnent exactement pareil, c'est presque impossible. Okay. Donc il est parfois obligé de faire des petits ajustements à l'oreille du coup pour parfaitement donc ajuster. Il fait les recalls comme ça, il fait aussi les versions additionnelles peut-être? C'est surtout les versions additionnelles parce que finalement les recalls, quand il y en a besoin, c'est que le client a une modif à me demander. Et du coup moi j'ai envie de la faire parce que pour moi ça fait partie du travail du mastering. Donc je vais jusqu'au bout. Mais par contre, quand je dis recall, c'est en effet les instrus pour la scène, les PBO pour les synchros. Donc les PBO c'est quoi? Playback orchestre ou PBTV, donc les titres en instrument ou les instrus en instrumental ou juste avec les backing vocals pour pouvoir faire des playbacks, ça s'appelait playback télé, PBTV. Mais on chante vraiment dessus. On chante, voilà, il y avait que le chanteur qui était en live. Le terme est un peu trompeur en français. Donc il y avait les backing vocals plus l'instru. Donc c'est par opposition à l'instru qui est un instru pur, dont les maisons de disques nous demandent souvent pour les synchros pubs. Parfois, ils trouvent qu'ils auraient besoin du passage sans la voix parce qu'il y a une voix off par-dessus. Donc, c'est des déclinaisons très fréquentes à faire en mastering que Romain peut faire. Et puis, comme je le disais, là, depuis peu, il propose ses services aussi en mastering. Donc, il est depuis quelques temps plus seulement mon assistant, mais aussi un ingé de mastering et de mix. Très talentueux. Ok. On n'a pas parlé du Dolby Atmos, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec Romain. Ouais, vous avez une très belle cabine Atmos qui apparemment sonne très bien, j'en ai entendu. On a la chance d'avoir un très bel outil en Atmos qui est vraiment top. On s'y est mis malheureusement un petit peu tard parce que justement on a mis du temps à faire la cabine, à la rendre aussi bien qu'on le souhaitait. Et aujourd'hui, mix Atmos, les gens entendent mix et vont chercher des mixeurs. Et du coup, on a du mal, ici à Translab, où c'est un studio de mastering, à faire comprendre aux gens que finalement, le mixage Atmos, c'est une étape qui est vraiment à mi-chemin entre du mix et du mastering, parce que souvent, on est censé reproduire, en binaural en tout cas, ce qui s'est passé sur le mix stéréo. Donc, et il n'y a pas de mastering derrière. Donc c'est une étape exactement à mi-chemin entre avec des stems issus du mix stéréo. Donc il y a une bonne partie du mix qui est déjà fait, donc c'est pas du mix complètement. C'est une étape après le mix et qui est pas tout à fait du mastering non plus, puisqu'on a encore un peu d'impact sur du multipiste. On s'approche presque un peu du mastering comme il y a 40 ans où on adapte à un support, quoi. Sauf que là, il y a plusieurs supports. Exactement, il y a plusieurs supports. Et c'est pour ça, je pense qu'on est légitime, nous, un jet de mastering sur l'Atmos, c'est que c'est une adaptation à un support, comme tu le dis très justement, et que c'est une déclinaison presque. Alors, je pense que dans quelques années, il y aura des mix spécifiquement faits pour l'Atmos, ou que si on imagine que l'Atmos devenait la norme, que les mix stéréo ne soient que des déclinaisons de l'Atmos. Mais pour l'instant, les talons maîtres, c'est le mix stéréo. Ça reste le stéréo parce que tout le monde est équipé en stéréo, parce que les casques, on fait du binaural, mais ça reste gauche-droite. Et toi, du coup, tu fais de l'Atmos alors? Ouais, je fais de l'Atmos, toujours avec Romain, parce que je lui ai délégué la partie purement technique. Il y avait une chose, j'avais pas tellement envie de me replonger dans des nouveaux logiciels, etc. Donc, quand on le fait toujours à 4 mains. Et c'est super parce que moi j'arrive un peu comme un mastering en fin de chaîne. Romain dégrossit le travail de manière top, comme un mixeur justement ferait un peu. Et moi j'arrive à la fin et on termine ensemble. Et du coup j'ai cette oreille fraîche comme en mastering de découvrir. Et donc c'est vraiment du travail à 4 mains et c'est très appréciable. Et qu'est-ce que je peux dire? Je fais aussi parfois je crois que c'est Étienne de Crécy qui m'avait dit, c'est du mixtering. Tu en fais. Qui est un peu plus que du mastering par stem. C'est-à-dire que on peut avoir j'essaye de ne pas avoir plus de 20 stems stéréo, de limiter à ça. Mais où les producteurs m'envoient leurs pistes qui sont traitées souvent avec les effets, les reverbs, les délais. Mais j'ai quand même un multipiste. Et je délivre un master stéréo à la fin. Alors c'est pas trop dur mentalement de se mettre dans la position de où est-ce que je m'arrête, où est-ce que je... En fait j'adore parce que ça me sort un peu de ma routine de mastering. Il y a forcément un peu plus d'input à y mettre. Donc ça me change un peu de ma routine day-to-day de mastering stéréo. Je retrouve le goût que je pouvais avoir à produire la musique quand j'étais aussi producteur, ce que je fais plus, mais avoir un peu plus d'input sur la production, le choix des balances, etc. Donc j'adore ça, je le fais pas souvent parce que
je veux pas trop piquer le boulot des mixeurs, de mes amis mixeurs qui font ça très bien. Donc tu es déjà un incroyable producteur, un incroyable ingé mastering et il faudrait que tu voles le boulot des ingé mix. C'est ça, je veux pas. Mais c'est en fait souvent le travail les gens pour qui je travaille, ce sont des producteurs qui veulent avoir leur patte en termes de mix, de choix des effets, de choix des reverbs. Donc c'est souvent ce qu'on appelle aujourd'hui des producteurs de musique. Ça n'existait avant, un producteur, c'était le gars qui était le réalisateur d'un disque. Aujourd'hui, les gens qui produisent la musique, c'est qu'ils ont leur laptop et qui font leur musique ou d'autres choses. Et c'est des gens qui veulent avoir ce contrôle de la production et donc qui ont peur des mixeurs parce qu'ils se disent putain, il va toucher mes reverbs, il va toucher mes trucs. Alors que moi, ils me les amènent printés, leurs reverbs, et ils me disent tiens, moi j'ai produit, maintenant vas-y finalise. Donc c'est comme un mastering, sauf que j'ai plus de latitude, je peux aller faire une EQ que sur le kick, qui ne va pas toucher à la basse, ce genre de choses. Mais c'est un service que je propose pas officiellement que à des gens que je connais, parce que encore une fois, c'est dangereux comme pratique. C'est dangereux. Ils peuvent te dire, à un moment tu peux te retrouver à faire du mix. Et normalement c'est pas le propos. Parce que si je commence à faire ça, bah, je pique le boulot des mixeurs. Et puis surtout, moi je pensais aussi, ça peut rendre le producteur un peu feignant en quelque sorte de ne pas régler les problèmes et prendre les décisions qu'il devrait prendre. Malheureusement, c'est souvent le cas, mais j'aime bien cette place du gars qui règle le problème. C'est aussi pour ça que j'aime ce métier. Okay. J'adore ça, j'adore régler les problèmes. Okay. Donc ça me va. Très bien. On n'a pas parlé de gravure vinyle, j'en fais plus. C'est peut-être important que je le dise, parce qu'il y a souvent des gens qui me demandent. Mais je recommande évidemment de travailler avec Marie-Pierre Sovnik ou avec Benjamin Savignoni, qui sont de l'école Translab. Translab, historiquement, était un studio de gravure. Il y a vraiment eu cette culture de la gravure vinyle. Et je pense qu'aujourd'hui, en vinyle, il y a un savoir-faire qui s'est perdu. Il y a eu des années très, très difficiles au milieu des années 2000, où plus personne ne savait faire un vinyle correct. C'est revenu. Mais ici à Translab, on a toujours eu cette culture et j'en fais plus, mais par contre, je recommande toujours mes deux collègues dont j'ai cité les noms, parce que je sais que mon travail sera respecté et sera bien retranscrit, parce que c'est particulièrement difficile, surtout avec les masterings modernes d'aujourd'hui, d'arriver à faire ça bien sur du vinyle. C'est un challenge qui est loin d'être simple, et je sais que Marie et Benjamin font ça de main de maître, et moi ça me sécurise, et je sais que si moi je suis sécurisé, c'est pour le bien du client, et qu'a priori le client sera content à la fin. Donc j'essaye dans la mesure du possible, parfois pour des raisons de timing et de prix, parce que c'est un peu plus cher forcément que de faire ça dans les usines, mais je conseille aux clients de le faire à Translab. Je connais personne qui a regretté une gravure à Translab en tout cas. Je crois que c'est rarissime. Et ben merci Alex en tout cas pour l'accueil. Merci Victor. Et à la prochaine. C'était un plaisir, à bientôt.